Donc, soyez les bienvenus. Prenez de quoi déjeuner et puis installez-vous, s'il vous plaît, de manière à ce que l'on puisse commencer. Voilà, merci. Donc, bienvenue pour ce symposium soutenu au plan éducationnel par le laboratoire Aguettant, que je remercie donc d'emblée pour ce soutien. Symposium donc qui est consacré à un sujet qui est très timely topic, comme on dit en bon français actuellement dans notre discipline, à savoir la gestion et l'optimisation de la pression artérielle chez le patient chirurgical, en chirurgie non cardiaque, en chirurgie cardiaque, et l'intérêt potentiel aujourd'hui et demain des systèmes automatisés. Voilà, donc on va successivement, selon un schéma assez classique, écouter nos trois orateurs. Je vous propose, si tu es d'accord Emmanuel, que l'on fasse des discussions séparées plutôt qu'une discussion groupée à la fin, donc 20 minutes de présentation, 10 minutes de discussion de manière à finir à l'heure, puisque ensuite tout s'enchaîne. Dans cette salle, donc un atelier chirurgie thoracique, dans la salle 1 qui est tout près, un atelier d'échographie. Et ensuite, on se retrouve ici en fin d'après-midi pour la session études, projets, la remise des bourses Arcotova. Et dans la foulée, s'il vous plaît, pour l'Assemblée générale annuelle d'Arcotova à 18h30, ce qui nous emmène donc jusqu'à 19h15 si tout va bien. Et l'apéro derrière. Voilà, donc moi je m'appelle Jean-Luc Fellaï, je travaille à Lyon, j'ai le plaisir donc de modérer cette session avec Emmanuel Futier de Clermont-Ferrand, qui est aussi notre premier orateur et à qui je propose donc de prendre tout de suite la parole pour la première présentation. Quel niveau de pression artérielle recommandé en chirurgie non cardiaque? Emmanuel, merci beaucoup d'être là avec nous. Eh bien, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour à tous. Moi aussi, donc, comme Jean-Luc, je remercie chaleureusement le laboratoire Aguettant pour son soutien et l'organisation de ce symposium, et plus globalement Arcotova pour sa confiance et son invitation à être là, présent avec vous aujourd'hui. Pour vous parler d'un sujet qui, j'espère, va vous intéresser, en tout cas, il intéresse effectivement, comme le disait Jean-Luc, pas mal de gens en ce moment en France, mais pas que, sur finalement nos pratiques du quotidien, et particulièrement celle-ci, la gestion de la pression artérielle, donc en chirurgie non cardiaque. Je vous déclare mes liens d'intérêt, j'ai quelques liens d'intérêt avec des industriels que je vous demande de garder en tête, mais vous allez voir, ça n'interférera pas avec le propos de ma présentation. Alors tout d'abord, pour introduire la problématique, il est clair qu'aujourd'hui, on a un souci. Et je pense que vous en avez tous conscience, on a un souci, et le souci, il est qu'un nombre anormalement élevé des patients dont on s'occupe au quotidien va avoir un pronostic qui n'est pas bon, en tout cas pas celui que l'on souhaiterait. Alors les chirurgiens ont fait des énormes progrès avec des chirurgies qui sont souvent moins invasives qu'il y a quelques années. On a évidemment également fait un certain nombre de progrès dans la meilleure connaissance de la morbidité de ces patients-là et dans la prise en charge et leur optimisation. Pour autant, encore aujourd'hui, un papier qui a été publié dans le Lancet très récemment, on a un nombre anormalement élevé de patients qui va mourir dans les suites de la chirurgie, dans les premières journées post-opératoires, des suites de complications. Et quand on regarde le top 10 des causes de décès dans le monde, les complications post-opératoires dans les 30 jours arrivent en 3e position. Après, vous le voyez, les pathologies ischémiques, notamment cardiaques et neurologiques, la 3e cause de décès dans le monde est la mortalité dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale. Alors bien évidemment, tout n'est pas lié à notre prise en charge, tout n'est pas lié à l'hypotension artérielle, mais pour autant, il est clair que l'hypotension et les modifications qui vont être consécutives à cette hypotension peuvent avoir un lien. Ça, c'est une analyse secondaire
Enfin, ce sont des données de l'étude POISE 2, étude POISE, vous savez, qui a été réalisée chez des patients à risque en chirurgie non cardiaque, plus de 8000 patients qui avaient été inclus dans cette analyse dans l'étude POISE. Et ils ont trouvé quoi comme information principale? C'est que la survenue d'une hypotension artérielle pendant la période opératoire était associée de façon statistiquement significative à un risque majoré de décès et également d'accident vasculaire cérébral, l'hypotension étant définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure dans cette étude POISE. Autres données qui vont exactement dans le même sens, une analyse secondaire, cette fois-ci de l'étude Vision, qui avait également pour effet d'évaluer la morbidité cardiovasculaire chez des patients en chirurgie non cardiaque, plus de 10 000 patients, 16 000 patients même retenus dans cette analyse, qui avait comme objectif principal d'évaluer l'outcome, notamment sur les dysfonctions myocardiques, l'infarctus du myocarde et la mortalité toutes causes confondues dans les 30 jours qui suivaient la chirurgie. Et vous retrouvez de nouveau l'idée selon laquelle une insuffisance de pression artérielle, notamment encore une fois la pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure cette fois-ci, était associée statistiquement avec une augmentation du risque de dysfonction myocardique et également de mortalité. Et de façon parallèle également les modifications de fréquence cardiaque, notamment les épisodes de tachycardie, en tout cas retenus par une augmentation d'une fréquence cardiaque au-dessus de 100 battements par minute, qui était associée statistiquement avec une augmentation du risque d'événements indésirables. Donc ce qui va se passer pendant la période opératoire, sur le plan hémodynamique, peut conditionner évidemment ce qui va survenir dans les journées qui vont suivre après l'intervention chirurgicale. Même dans des chirurgies entre guillemets banales, ça c'est de la chirurgie orthopédique, 11 000 interventions chirurgicales pour des fractures de hanche, réalisées en Grande-Bretagne, l'étude ASAP2, et vous voyez qu'on retrouve encore une fois une association statistique entre une hypotension artérielle, définie par encore une fois la pression artérielle systolique, et un risque de morbidité. Sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez la relation qui existe avec la mortalité à 30 jours selon des niveaux de pression artérielle systolique. Sur la partie droite, les niveaux de pression artérielle moyenne. Et dans ce travail, le fait d'être exposé à une diminution de la pression artérielle systolique ou moyenne était encore une fois assorti d'une augmentation du risque de morbidité. Et la pression artérielle systolique inférieure à 85 mm de mercure, comme la pression artérielle moyenne inférieure à 75 mm de mercure, quand on les comparait à des niveaux plus élevés de pression artérielle, était assorti d'une augmentation du risque d'événements indésirables, en l'occurrence de mortalité dans les 30 jours qui suivaient la chirurgie. Donc vous voyez toute une série de travaux qui suggèrent cette association statistique. L'essentiel de ces travaux vient d'une même équipe, ça c'est l'équipe de Daniel Sessler à la Cleveland Clinic. Ils traitent des bases de données qui contiennent des dizaines, voire des centaines de milliers de patients. Et dans cette analyse, ils ont également retrouvé une association statistique entre une augmentation du risque d'événements indésirables, notamment d'insuffisance rénale post-opératoire et de dysfonction myocardique, dès lors que la pression artérielle moyenne était en dessous d'un certain niveau, un certain seuil, qui était aux alentours de 60-65 mm de mercure dans ce travail. Mais plus intéressant, il y avait également la notion de temps passé en dessous d'un certain niveau de pression artérielle qui était également pris en considération. Et vous voyez que les choses peuvent aller assez vite, puisque dès 1 à 5 minutes d'exposition à une pression artérielle moyenne insuffisante, en l'occurrence 55 mm de mercure dans ce cas-là, était assortie d'une augmentation du risque de voir apparaître une insuffisance rénale et des complications cardiovasculaires en post-opératoire. Donc les choses peuvent aller assez vite, et dès lors que l'hypotension s'installe, il faut probablement être un peu proactif et ne pas hésiter à rapidement se poser la question de l'opportunité de traiter ou non ces patients. Le dernier en date, toujours de cette même équipe, toujours une analyse secondaire d'une grosse base de données, toujours encore une fois, je vous le dis, de la même équipe, ce papier vient juste d'être publié dans l'anesthésiologie, qui retrouve encore une fois l'idée selon laquelle, cette fois-ci, chez les patients qui ont un risque coronarien particulier, le fait d'être exposé à une insuffisance de pression artérielle est accompagné d'un sur-risque de morbidité post-opératoire. La pression artérielle, l'hypotension est encore définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Et dans ce travail, quelle que soit la pathologie coronarienne présentée par les patients, il y a un risque d'événements indésirables qui persiste dès lors que le niveau de pression n'est pas satisfait pendant la période opératoire. Donc clairement, tout ce qui va se passer pendant va conditionner le après, qu'il s'agisse d'insuffisance rénale, de dysfonction cardiaque, de coronaropathie en post-opératoire, d'accident vasculaire cérébral. Le trigger se passe pendant la période opératoire. Comme je vous le disais précédemment, la notion de temps passé est évidemment importante,
puisque le fait de faire un épisode aigu qui va durer quelques secondes n'a peut-être pas vraiment beaucoup de sens. Vous voyez par exemple sur cet enregistrement continu de la pression artérielle, le patient descend à 40-45 mm de mercure de pression artérielle moyenne, mais l'épisode en lui-même il est relativement bref. Par contre, quand on mesure la totalité du temps passé en dessous d'une pression artérielle moyenne, en l'occurrence de 60 mm de mercure, on voit que par exemple là, dans cet exemple-là, pratiquement la moitié ou les 2/3 du temps, le patient est à des niveaux de pression artérielle moyenne qui sont en dessous de 60 mm de mercure. Et donc la notion de temps passé également en dessous d'un seuil, au-delà de l'épisode aigu, a également une importance. Et dans, encore une fois, ce travail, une analyse de nouveau secondaire de la base de données de la Cleveland Clinic, il était retrouvé une association statistique entre le temps passé en dessous d'une pression artérielle moyenne de 70 mm de mercure et une augmentation du risque de morbimortalité. Et là, je vous présente les données sur la mortalité. Vous voyez que l'augmentation du risque de mortalité dans les 30 jours augmente dès lors que le temps passé en dessous d'une pression artérielle moyenne de 70 mm de mercure augmente. Et dans ce travail-là, c'était 10 minutes cumulées sur la totalité de l'intervention chirurgicale. Donc ce n'est pas 10 minutes en continu, c'est 10 minutes en cumulé. Donc vous voyez que les choses peuvent aller, encore une fois, assez vite. Bien évidemment, le risque ne se limite pas à la période opératoire. Le risque va être maintenu également pendant quelques heures ou quelques jours en post-opératoire. Une analyse secondaire, cette fois-ci de l'étude POISE 2, 9000 patients sur les 10 000 qui ont compris ce travail-là. Dans cette analyse, encore une fois, l'hypotension était définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Le critère de jugement principal pour cette analyse était un critère composite de mortalité dans les 30 jours et ou de dysfonction myocardique, enfin d'infarctus du myocarde. Et vous voyez que le fait d'avoir une hypotension péropératoire, évidemment, était assorti d'une augmentation du risque, mais également le fait d'avoir une hypotension dans les heures qui suivent la chirurgie et jusqu'à J4, en post-opératoire, le risque semble exister. Et donc ce qui va se passer pendant est évidemment important, mais ce qui va se passer également au décours de l'intervention chirurgicale va potentiellement également avoir un impact sur le pronostic post-opératoire de ces patients chirurgicaux. Et donc probablement la nécessité de suivre les patients au-delà de la sortie de la salle de réveil pour un certain nombre de ces patients, en tout cas de vérifier ce qui se passe au décours, me semblerait probablement être une bonne idée. Et le risque, il existe également immédiatement après l'induction de l'anesthésie générale, alors même que le chirurgien n'a pas évidemment commencé à travailler. Ça, c'est encore une fois une analyse de la base de la Cleveland Clinic. 42 000 patients qui ont fait l'objet d'une analyse, et ils se sont rendus compte de quoi? Que finalement, un tiers des épisodes hypotensifs survenaient dans les minutes qui suivent l'induction de l'anesthésie. Vous savez, cette fameuse période où on attend que le chirurgien arrive, qu'il daigne s'occuper du patient. Et ben, pendant cette phase d'attente-là, où finalement il n'y a rien d'autre que les effets de l'induction de l'anesthésie générale, et ce que l'on va faire ou ne pas faire, ben ça peut également conditionner la survenue d'un certain nombre d'événements en post-opératoire, et notamment d'insuffisance rénale, puisque vous voyez que dans ce travail-là, il y avait une association statistique également identifiée entre l'hypotension survenant dans les minutes qui suivent l'induction de l'anesthésie générale, encore une fois avant l'incision, et une augmentation du risque de développer une insuffisance rénale dans les heures ou jours qui suivent la fin de l'intervention chirurgicale. Donc il faut être attentif à ça, probablement tout le temps, et ça ne concerne pas évidemment qu'une seule partie de la prise en charge, c'est vraiment sur la totalité de notre prise en charge qu'on doit être attentif, et finalement cette période à risque d'hypotension artérielle, elle va de l'entrée globalement du patient dans les murs du bloc opératoire, et elle va se poursuivre jusqu'aux quelques premières journées post-opératoires. Toute cette période-là est une période critique pour le patient chirurgical, critique en ce sens où une hypotension, si elle n'est pas diagnostiquée et pas traitée, peut être assortie d'une augmentation du risque de morbidité, voire plus si, évidemment, si on ne fait rien. Alors, vous l'avez compris, l'un des gros soucis aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'un certain nombre de ces travaux ont mis en évidence une association statistique. L'association statistique, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité, et ça ne veut surtout pas dire que si on a une action de traitement, on va modifier l'outcome, c'est-à-dire que le fait de constater une hypotension et son association statistique avec un événement indésirable ne veut pas dire que si on avait traité l'hypotension, l'outcome aurait été modifié. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est quelle valeur de pression artérielle faut-il considérer pour le traitement? Et là, on est un peu plus embêté, puisque dans la littérature, aujourd'hui, il y a à peu près 130 articles, en tout cas retenus dans cette analyse, qui ont retrouvé eux-mêmes plus de 140 définitions de l'hypotension artérielle. Et je suis sûr que si on faisait un petit sondage dans la salle, la définition de l'hypotension, elle n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Et donc ça pose un souci, puisque ça
ça doit nous faire nous questionner sur quelle valeur de pression artérielle on doit considérer pour le traitement et en dessous de quel chiffre faut-il ou ne faut-il pas traiter nos patients. Quand on regarde dans la littérature, et c'est ce qui a été fait dans cette revue systématique publiée dans le BJA cette année, enfin en fin d'année dernière, ils ont repris 42 études, 42 études qui liaient ou qui montraient ou suggéraient une association, encore une fois statistique, entre des niveaux de pression artérielle et un outcome défavorable. Là, les données sont un peu troublantes, enfin, en tout cas, moi, m'ont personnellement interpellé, puisqu'ils retrouvaient une association entre une hypotension et un outcome défavorable pour des niveaux de pression artérielle moyenne qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, ou en tout cas de prendre en considération, puisque le niveau de pression artérielle moyenne retenu était de 80 mm de mercure. Dès lors que le temps passé dépassait 10 minutes en dessous d'une pression artérielle moyenne de 80 mm de mercure, il y avait une association statistique identifiée avec un outcome défavorable. Bien évidemment, plus plus le niveau de pression baissait, plus l'association était forte. Et évidemment, en dessous de 60 ou 55 mm de mercure, toute minute passée en dessous de ce seuil de pression artérielle était assortie d'un outcome défavorable. Alors, ça ne veut pas dire, je pense, qu'il faut traiter la pression pour la maintenir systématiquement et chez tout le monde au-dessus de 80 mm de mercure, mais il se pourrait que chez certains de nos patients, le fameux seuil de 60-65 que l'on a tous dans un coin de nos têtes soit déjà trop bas et en tout cas insuffisant pour un certain nombre d'entre eux. Mais il est clair, et vous l'avez compris, que l'essentiel de ces données proviennent, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, du même endroit dans le monde, surtout d'une même ville, d'une même base de données, et il n'est pas certain que ces données-là suffisent à justifier en tout cas d'une modification des pratiques qui doit concerner tous nos patients. Et il est probablement plus logique en tout cas de s'intéresser au patient lui-même plutôt que d'appliquer chez tout le monde les mêmes niveaux de seuil et les mêmes objectifs de cible de pression artérielle. Et encore une fois, tous les patients ne méritent pas forcément d'être maintenus avec une pression artérielle moyenne à 70 ou 75 mm de mercure. Il y en a certains qui vont pouvoir tolérer moins, d'autres qui auront probablement besoin de plus. Et c'est tout l'enjeu de ces approches personnalisées ou individualisées du soin que l'on essaie de mettre en place. Alors, ça commence à arriver en médecine péropératoire, c'est bien connu depuis très longtemps en carcinologie notamment, mais je pense, en tout cas je suis convaincu de ça, que l'avenir sera fait d'une meilleure individualisation de nos prises en charge, et c'est probablement également vrai pour la pression artérielle. Alors concernant les seuils, il y a un truc dont on est à peu près tous certains maintenant, c'est que l'objectif ne peut pas être celui de la pression artérielle à l'entrée du bloc opératoire, et ça vous l'avez bien évidemment déjà tous constaté 1000 fois. Un patient qui arrive au bloc opératoire, il a des niveaux de pression artérielle qui ne sont absolument pas ceux avec lesquels il a l'habitude de vivre, pour X raisons. L'anxiété en est bien évidemment une d'entre elles. Ça a été assez joliment mis en évidence dans ce travail récemment disponible dans l'anesthésiologie de Bernd Sögel, où ils ont essayé de regarder l'évolution de la pression artérielle à différents temps, post-induction et au cours de la chirurgie, et ils ont comparé ces valeurs-là aux valeurs habituelles du patient, et ils ont utilisé pour ce faire des dispositifs de mesure continue et ambulatoire de la pression artérielle. Vous voyez, sur un collectif de patients qui est relativement conséquent, pratiquement 400 patients, ils ont constaté quoi ? Qu'évidemment, la pression artérielle post-induction n'avait absolument rien à voir avec la pression artérielle à laquelle le patient a l'habitude de vivre. Et donc, c'est certainement pas sur cette valeur seuil-là, sur cette valeur cible-là, qu'il faut ajuster notre prise en charge thérapeutique, puisque sinon, on va exposer les patients à des niveaux trop élevés de pression artérielle pendant la période opératoire. Et de la même façon, les hypotensions qui ont été constatées selon la phase précoce ou tardive de la chirurgie, vous voyez qu'elle n'avait pas forcément grand-chose non plus à voir avec les niveaux de pression artérielle qui étaient enregistrés chez le patient pendant les phases de sommeil. Donc, on est assez loin des niveaux de pression artérielle auxquels le patient a l'habitude de vivre. L'autre information, c'est que quand on parle de personnalisation du soin, il est clair que les objectifs de pression artérielle ne vont pas forcément être les mêmes pour chaque organe, et notamment l'autorégulation est un petit peu différente, même si l'approche est la même, les seuils d'autorégulation vont être différents d'un organe à l'autre, et l'autorégulation au niveau du rein ne sera pas forcément la même au niveau du cerveau. Pour autant, il est certain que si l'on doit se fixer des objectifs thérapeutiques, l'objectif thérapeutique serait de maintenir le niveau de pression artérielle sur cette partie-là de la courbe d'autorégulation, en tout cas de ne pas attendre que la pression passe en dessous du point d'autorégulation, à savoir le point de pression en dessous duquel
le flux va directement dépendre de la pression. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait des objectifs de pression au-dessus de ce point-là. Et vous savez également que chez le patient hypertendu, cette autorégulation, elle est volontiers modifiée. En tout cas, le point en dessous duquel le flux devient strictement ou directement dépendant de la pression est décalé vers la droite. Et donc, chez ces patients hypertendus, on pourrait imaginer qu'il y ait une logique à se fixer des objectifs thérapeutiques un petit peu plus élevés que chez les patients non hypertendus. L'autre élément dans la réflexion de cette approche personnalisée, c'est que certes, la pression artérielle et la pression artérielle moyenne est un élément déterminant de la pression de perfusion de l'organe, mais ce n'est pas le seul élément, et ça ne peut pas être uniquement là-dessus que notre réflexion doit se faire, puisque la pression de perfusion, elle dépend de la pression à l'entrée, mais également de la pression à la sortie. La pression à l'entrée, elle est bien évidemment principalement sous la dépendance de la pression artérielle moyenne. Et vous voyez que la pression de sortie, elle est également dépendante de la pression systémique moyenne et de la pression veineuse centrale, et que dans certaines circonstances pathologique ou non pathologique, la pression de sortie peut être modifiée. C'est vrai notamment quand on a une augmentation de la pression intra-abdominale, quand on a une augmentation de la pression dans la boîte crânienne, la pression va être forcément modifiée. Les objectifs thérapeutiques devront être ajustés ou individualisés en fonction de la situation clinique ou du contexte clinique présenté par le patient. C'est vrai au bloc opératoire et c'est également vrai probablement en réanimation. Cette notion de personnalisation, elle a été un petit peu mise en avant dans les recommandations de la SFAR. Vous savez que la SFAR s'est positionnée il y a quelques années maintenant sur les niveaux de pression artérielle qu'il faudrait probablement cibler pour prévenir le risque rénal au bloc opératoire et en réanimation. Les recommandations disent quoi? Que chez le patient tout venant, l'objectif de pression artérielle moyenne, c'est probablement entre 60 et 70 mm de mercure pour prévenir et ou traiter une insuffisance rénale, mais que chez les patients hypertendus, même si le niveau de recommandation est un peu plus faible, il faut probablement se fixer des objectifs de pression artérielle un peu supérieurs et probablement au-dessus de 70 mm de mercure. Cette idée-là, elle a également été susurrée par les résultats ou les analyses secondaires de certains travaux. Je pense que vous connaissez tous l'étude Sepsispam qui a eu comme objectif principal d'exposer des patients en choc septique en réanimation à des niveaux différents de pression artérielle moyenne, 65-70 ou 80-85 mm de mercure. En analyse en intention de traiter, le résultat n'était pas statistiquement différent entre les deux groupes, pas de différence d'outcome, en tout cas sur la mortalité, toutes causes confondues à J28. Par contre, quand on regardait dans les supplémentaires matériels disponibles en annexe du papier, il semblerait que quand même chez les patients en choc septique et hypertendus chroniques, le fait de se fixer des objectifs de pression artérielle un peu plus élevés soit assorti possiblement d'un outcome plus favorable. Et vous voyez que chez ces patients-là, il y avait moins de dysfonction rénale et un petit peu moins de recours également à de l'épuration extra-rénale dès lors que les objectifs de pression étaient un peu plus élevés que ceux qui étaient proposés par les recommandations, à savoir 60 ou 65 mm de mercure. Et vous voyez également, dans cet autre travail qui s'intéresse aussi à une population de patients en sepsis, en réanimation, effectivement, quand on compare 75 mm de mercure par rapport à 65 mm de mercure, on a l'impression qu'il y a une association statistique et une amélioration également du risque tant de mortalité que d'insuffisance rénale que d'un infarctus du myocarde. Mais on a aussi l'impression sur cette analyse que si on se fixait des objectifs aussi plus élevés aux alentours de 85 mm de mercure, ça pourrait également être assorti d'une diminution supplémentaire du risque. Donc il n'est pas certain, encore une fois, que de donner se fixer le même objectif de pression artérielle chez tout le monde ait beaucoup de sens et qu'il faille plutôt individualiser nos approches thérapeutiques en fonction, encore une fois, du contexte clinique et possiblement des comorbidités et ou des antécédents du patient. Et donc on s'est servi de cette idée-là dans le cadre de l'étude INPRESS, étude que l'on a réalisée il y a quelques années, qui a été publiée il y a 2 ans maintenant. Pourquoi? Notamment parce que le patient chirurgical, il est différent du patient de réanimation en ce sens qu'on a la possibilité de tout contrôler, on a surtout accès à toutes les informations. Et l'idée que l'on s'était fixée, c'était de cibler la pression artérielle la plus proche possible de celle avec laquelle le patient a l'habitude de vivre. Et donc on avait comme objectif de cibler une pression artérielle référence étant, encore une fois, la pression artérielle habituelle du malade et non pas la pression à son entrée à l'hôpital ou son entrée au bloc opératoire. Et donc on a designé une étude qui a comparé 2 stratégies, une stratégie individualisée qui utilisait une perfusion continue de noradrénaline, avec encore une fois comme arrière-pensée d'essayer de faire en sorte que la pression artérielle soit maintenue à plus ou moins 10% de cette valeur habituelle, et dont le traitement contrôle, on ne traitait l'hypotension que dès lors que la pression artérielle systolique chutait en dessous de 80 mm de mercure et ou qu'elle était inférieure à 40% de la valeur référence encore une fois étant la pression artérielle du patient. Et dans ce travail qui a
qui a porté sur une population de patients relativement limitée, puisqu'il y avait à peu près 300 patients dans l'analyse, principalement des patients hypertendus, dont une certaine proportion continuait à prendre ces traitements antihypertendants. On a montré qu'on avait une amélioration du pronostic jugée par un petit peu moins de dysfonction d'organes en post-opératoire, et notamment moins de complications rénales chez ces patients-là. Donc peut-être une première piste vers laquelle on pourrait tendre. Encore une fois, c'est assez facile, c'est le patient chirurgical, puisque l'information, on l'a assez facilement. Sa pression artérielle habituelle, on peut la définir assez simplement. Donc peut-être que se fixer cet objectif-là, que de cibler notre objectif thérapeutique sur une approche personnalisée, la personnalisation étant la pression artérielle du patient, peut être une piste à creuser. En tout cas, c'est une première pierre, et il faudra certainement en apporter de multiples autres. Je ne voulais pas finir cette présentation en ne parlant que de la pression artérielle, puisque de ne faire que ça, administrer un vasopresseur pour cibler un objectif de pression artérielle, c'est s'affranchir de tout le reste ou prendre le risque de passer à côté, en tout cas d'un certain nombre d'autres événements. La pression artérielle moyenne, vous savez que c'est le produit du débit cardiaque par la résistance vasculaire systémique. Donc effectivement, quand on va administrer un vasopresseur, on va avoir un effet sur la pression artérielle, bien évidemment, mais on peut avoir également des effets indésirables sur le débit cardiaque. Et donc, de mon point de vue, il faut un peu plus monitorer, en tout cas plus largement monitorer les patients, de façon à ne pas administrer systématiquement des vasopresseurs chez les patients, et notamment s'assurer que l'administration du vasopresseur ne se traduit pas nécessairement également par une altération de son débit cardiaque. Et ça ne peut être fait qu'avec un monitorage hémodynamique un petit peu plus avancé que malheureusement ce que l'on voit trop faire encore aujourd'hui. Et puis aussi parce que le diagnostic de l'hypotension impose d'avoir accès à ces informations. Et l'administration d'un vasopresseur peut être une bonne option thérapeutique dans un certain nombre de situations, mais c'est peut être une mauvaise option dans d'autres. Et en l'occurrence, au bloc opératoire, l'une des premières causes d'hypotension, c'est quand même le surdosage en hypnotique et ou en morphinique, et notamment en hypnotique, puisque ça va générer une vasoplégie, dont on peut effectivement corriger les effets en administrant un vasopresseur, mais dont on peut également corriger les effets simplement en ajustant l'administration de son hypnotique, et pour ce faire, assez facilement faire le diagnostic en utilisant un monitorage de la profondeur d'anesthésie, notamment en utilisant de l'index bispectral ou des monitorages équivalents. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas simplement dégainer un vasopresseur pour se fixer un objectif de pression, c'est faire un bon diagnostic et administrer le bon traitement chez le bon patient au bon moment. Et dans un certain nombre de situations, ça peut être par exemple faire du remplissage vasculaire qui sera la bonne option thérapeutique. Voilà, pour conclure, en espérant ne pas avoir trop débordé, j'espère vous avoir convaincu, si ce n'était pas déjà le cas, et je suis sûr que vous en étiez déjà convaincu, que la pression artérielle, bien évidemment, c'est un élément essentiel qui va conditionner, mais ce n'est pas le seul, la pression de la perfusion des organes, et que si l'on ne fait pas attention à la pression artérielle, on prend le risque d'avoir des complications d'organes en post-opératoire. Encore une fois, le risque dépasse le cadre strict du bloc opératoire. On a maintenant une foultitude de données, et ça ne sert à rien, je pense, de continuer à creuser la littérature. On a une foultitude de données démontrant une association statistique assez claire entre des hypotensions et un surrisque de morbidité, voire de mortalité chez ces patients chirurgicaux. Malheureusement, il n'y a pas de cible thérapeutique aujourd'hui que l'on peut recommander. Il est clair qu'il ne faut pas descendre en dessous de 65-70 mm de mercure chez à peu près tous les patients chirurgicaux. Et il n'y a pas de durée minimale d'hypotension acceptable. Donc il faut être très attentif à ça et traiter rapidement. Et je suis sûr qu'Alexandre nous apportera des informations pour comment faire mieux et plus simplement pour s'affranchir des hypotensions un peu prolongées. Mon sentiment, c'est qu'on doit se tourner ou s'orienter vers des stratégies plus individualisées de prise en charge et personnaliser ces objectifs de pression artérielle en fonction, encore une fois, de nos patients et donc de leur contexte clinique qui les amène au bloc opératoire ou dans les lits de réanimation, et en prenant compte, si possible, le terrain sur lequel on va administrer ces médicaments. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, questions-commentaires, on prend 5 minutes pour la discussion. Pour lancer le débat, alors, une première étape dans la personnalisation de la prise en charge, puisqu'on va vers ça, c'est quelle valeur de pression artérielle de référence pour un patient donné. Donc dans InPress, on a vu comment vous aviez procédé, compromis entre la simplicité pour que l'étude se fasse, et puis en pratique à Clermont-Ferrand, au quotidien, donc, vous faites comment ? En pratique, on se base, même si c'est imparfait, sur la pression habituelle du patient.
notre population de patients, elle est, j'imagine, un peu la même que la vôtre, à savoir qu'on a aujourd'hui une grosse proportion de nos patients qui sont des patients hypertendus traités. Ces patients-là connaissent tous leur pression artérielle habituelle. Ils ne connaissent pas leur pression artérielle moyenne, en tout cas. Non. Effectivement, ils ne connaissent pas leur pression artérielle moyenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait ciblé la systolique, parce que la systolique, ils la connaissent tous. Et donc c'est vrai qu'on n'hésite pas à utiliser la pression avant l'admission à l'hôpital comme référence. Si jamais on ne l'a pas, on fait comme on peut, à savoir on se sert de la pression mesurée dans des conditions qui sont certes imparfaites, mais lors de l'admission du patient dans le service de chirurgie, les infirmières mesurent la pression artérielle en position allongée et on se sert de cette valeur comme la valeur cible référence sur laquelle on va adapter notre stratégie thérapeutique. Donc finalement, au quotidien, vous travaillez plus souvent avec la valeur de pression artérielle systolique qu'avec la valeur de la pression artérielle moyenne. Enfin, quand on n'a que la systolique, on se sert de la systolique. Ouais, Olivier. Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Oui. Donc, depuis l'étude publiée dans le JAMA, Olivier est-ce que ça a Lyon. changé votre pratique sur le fait de mettre de la noradrénaline plus systématiquement chez les patients? Est-ce que ça a vraiment changé vos habitudes de travail en fait? Alors c'est là un peu l'inconvénient. C'est le revers de la médaille, comme on pourrait dire. C'est qu'effectivement c'est tellement facile que tout le monde fait ça maintenant. Malheureusement, à Clermont comme ailleurs, pas toujours avec un monitorage hémodynamique en parallèle, notamment un monitorage du débit cardiaque en parallèle. Et je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose de faire ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça et si vous avez implémenté ça dans vos pratiques, l'utilisation des perfusions continues de noradrénaline. C'est extrêmement simple à mettre en place. Les infirmières anesthésistes se l'approprient extrêmement rapidement, les docteurs se l'approprient extrêmement rapidement, les internes se l'approprient extrêmement rapidement, bientôt même les aides-soignantes se l'approprieront extrêmement rapidement. Donc bref, c'est tellement facile que tout le monde le fait, mais on ne se met pas forcément dans les bonnes conditions pour le faire, puisque noradrénaline comme phényléphrine, ça peut avoir un certain nombre d'effets indésirables. Ça peut être responsable d'une diminution du débit cardiaque, notamment par une augmentation des résistances au retour veineux. Et donc si on n'objective pas ça avec un monitorage du débit cardiaque, on peut passer à côté d'événements indésirables et faire en sorte que le remède soit tout aussi mauvais que ce pourquoi on a décidé de traiter le malade. Mais oui, pour répondre à ta question, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas sous quel angle il faut le voir, aujourd'hui ça a changé complètement nos pratiques. C'est vraiment important cette précision parce que tout le monde a en tête, je pense, InPress, c'est dans le groupe optimisé 95% des patients qui sont sous noradrénaline, ce qui ne correspond pas forcément à la pratique que l'on avait avant. Il y a plein d'autres questions. Bernard Chollet, oui. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, mais le primum movens de la baisse de pression, c'est souvent au départ, quand on fait de l'anesthésie, une baisse du retour veineux. Et c'est vrai que ne pas disposer systématiquement d'un monitorage du débit, c'est s'aveugler à la cause de la baisse de pression. Et commencer directement les vasoconstricteurs, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Souvent, une baisse de retour veineux répond bien à du remplissage, mais pareil, le remplissage, il faut s'arrêter quand il faut, et sans un œil sur le débit, on ne peut pas faire ça correctement. Je suis complètement d'accord avec toi, même si effectivement on peut avoir un effet sur le retour veineux via l'administration de vasopresseurs. Pour autant, on ne peut pas compter que là-dessus, et en tout cas il faut pouvoir l'objectiver, et l'objectiver ça suppose monitorer, et si on ne monitore pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est particulièrement problématique dès lors qu'on administre des vasopresseurs qui, comme vous le savez, peuvent également être assortis d'un certain nombre d'effets indésirables, parfois graves. Donc attention à cette administration. Probablement qu'il faut faire mieux que ce qu'on a fait avant, mais le mieux passe nécessairement d'abord et avant tout par effectivement un monitorage hémodynamique de nos patients. Oui. Bonjour, Franck Pillon de Limoges. Enchanté. Je me posais une question par rapport au seuil. C'est-à-dire que vous nous avez dit qu'on avait fait plusieurs études en dessous de 80 mm de mercure au-dessus, en dessous de 65 et au-dessus, etc. Et qu'effectivement, à chaque fois qu'on regarde les patients qui sont hypotendus, ils finissent plus graves et ils finissent plus par mourir. Je me demandais s'il y avait eu des études qui comparaient des classes, c'est-à-dire entre 65-70 par rapport à entre 70-75, 75-80, etc. Et s'il n'y a pas une fourchette à partir de laquelle, quand on continue de monter,
ça ne change plus rien. Parce que si on regarde en dessous de 80, effectivement, mais en regardant tous les patients qui sont en dessous de 80, on prend aussi tous ceux qui sont en dessous de 65 de PAM. Et donc, si on a suffisamment de patients, on voit qu'ils meurent plus. C'est une excellente remarque. La réponse à la question est non, ça n'a jamais été fait, à ma connaissance en tout cas, puisque, comme vous avez pu le voir, l'essentiel de la littérature sur ces associations statistiques, elle vient d'analyses rétrospectives et non pas prospectives. Et donc, en prospectif, ces différents seuils qui ont été testés ont souvent été testés de façon un peu grossière. L'étude Sepsis-PAM, par exemple, qui a comparé 60-65 versus 75-80, on s'aperçoit même que dans le bras contrôle, les patients ils sont déjà au-dessus de cet objectif thérapeutique-là. Et donc, on a très peu de données collectées prospectivement sur un ajustement plus fin de la pression artérielle et plus important encore, ce que tu évoquais, à savoir à partir de quelle valeur de pression artérielle, probablement on a un retentissement par exemple microcirculatoire, alors que la macrocirculation, on a l'impression qu'elle est préservée. Il y a des idées de travaux en cours en utilisant d'autres devices pour l'évaluer, mais actuellement on n'a pas ces informations-là. Et la personnalisation peut-être intégrera demain ou après-demain ces informations-là. C'est-à-dire que peut-être chez certains patients, monter à 75-80 mm de mercure, c'est parfaitement tolérable et peut-être même bénéfique. Chez d'autres, c'est peut-être déjà trop, et ça, on n'a pas cette possibilité d'affiner. Encore une ou deux questions courtes alors. Oui, Adrien Bouglet. Bonjour. Pour revenir sur un côté très pratique, donc vous nous expliquez qu'il y a beaucoup plus de patients du coup, qui reçoivent de noradrénaline notamment, mais est-ce que ça a aussi changé les pratiques de monitorage? Alors manifestement, pas trop pour le débit cardiaque, mais ne serait-ce qu'une voie veineuse centrale, un cathéter artériel, ou est-ce que, parce que c'est du patient un peu standard de chirurgie non cardiaque, donc qui la plupart du temps a un brassard, et puis c'est tout. Donc la noradrénaline, elle est administrée avec une VVP et un brassard. Alors c'est une excellente remarque. Oui, la noradrénaline, elle est utilisée à des faibles concentrations, 10 microgrammes par minute pour ne pas dire autre chose, sur une voie veineuse périphérique, en utilisant des dispositifs, en l'occurrence nous on utilise un device, donc une voie veineuse, une voie périphérique qui intègre, une voie veineuse périphérique de bon calibre sur laquelle on a la possibilité d'administrer différents médicaments en parallèle, mais on le fait sur une voie unique dédiée, donc il n'y a pas de mélange dans la tubulure, et par contre on n'utilise pas forcément effectivement un cathéter artériel pour la mesure continue de la pression artérielle, mais par contre on utilise le plus souvent possible, en tout cas un dispositif de mesure continue de la pression artérielle, invasif ou non invasif, selon la typologie de patient. Et aujourd'hui, vous savez qu'il existe des dispositifs non invasifs, totalement non invasifs, de mesure continue de la pression artérielle, qui sont très efficaces, et on n'est pas obligé d'avoir un cathéter artériel, donc de procéder à un geste invasif pour avoir une approche et une mesure continue de la pression artérielle. Il n'y a plus de questions. Une dernière question alors, et puis on passe à la présentation suivante. Ma question rejoint celle qui vient d'être posée avant. Est-ce que sur les 40 000 patients des cohortes qui ont été faites, ils ont fait des sous-analyses, des patients ASA1, ASA2, des chirurgies dites mineures ou en tout cas modérées? Parce qu'on a l'impression que la vésicule de la femme de 40 ans, c'est pas tout à fait pareil que l'ATL du patient de 80 ans. Est-ce que ça a été vu ça pour savoir à qui on s'adresse en fait quand on veut corriger la PAM? Alors non, pas sur le score ASA en tout cas, mais par contre effectivement il est clair que le bon sens clinique, si je puis m'exprimer ainsi, a encore tout son intérêt, et évidemment autant la question ne se posera peut-être pas d'aller mettre une perfusion continue de noradrénaline pour une chirurgie, effectivement une cholécystectomie chez une dame de 40 ans, autant une cholécystectomie chez une petite mamie de 80 ans, la question va pouvoir se poser. Donc effectivement, la typologie de patient, encore une fois, le contexte clinique, sur lequel j'ai essayé d'insister un petit peu, a évidemment toute son importance. Les mamies de 80 ans ne sont pas toutes petites. Ok, merci Souvent, beaucoup Emmanuel. Et donc on passe à la présentation suivante, Bertrand Delannoy de Lyon, même question, mais en chirurgie cardiaque cette fois-ci. Bertrand.